Et je vais céder la parole à Constance Debatte, qui est donc doctorante en droit public ici à l'Institut de droit de l'environnement. Bonjour à tous. Alors moi, aujourd'hui, je vais vous parler de compétences en droit des collectivités territoriales. Je vais essayer de tenir, on va dire, un propos de juriste dans tout ce bricolage. Et j'ai essayé de réfléchir à vraiment en analysant le droit des collectivités tel qu'il existe et comment on pourrait analyser ce phénomène des fermes publiques. Alors, pourquoi parler de compétences ? Parce que en droit des collectivités territoriales, la compétence est la base de l'action. Faut le rappeler, on est dans un État unitaire, c'est-à-dire un État où il existe un seul pouvoir politique qui est détenu au niveau national. Et donc, les collectivités, elles détiennent leurs compétences grâce au processus qu'on appelle la décentralisation, où l'État va leur transférer des compétences. Mais en droit, la question des compétences est clairement complexe et la doctrine a pu souvent dire que c'était une question insaisissable et fluctuante. Alors déjà, je vais essayer de définir la compétence parce que c'est vrai qu'on en parle souvent en entretien. Les entretiens que j'ai pu mener avec les collectivités, les techniciens ou les élus utilisent ce terme, mais en fait, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Alors si on regarde du côté du dictionnaire de l'Académie française, la compétence, c'est l'aptitude d'une autorité publique à accomplir des actes dans des conditions déterminées. Mais si on cherche une définition du côté du droit et du droit des collectivités territoriales, en fait, déjà, il faut distinguer plusieurs choses et souvent on confond la compétence avec la simple attribution. Alors, la compétence, elle va donner la capacité d'édicter des actes juridiques exécutoires et d'exécuter des actions, à l'inverse de la simple attribution qui permet d'intervenir mais sans prise d'acte juridique, comme avec des vœux ou des avis simples, par exemple. Ensuite, il faut distinguer au sein de la compétence formelle de la compétence matérielle. La compétence formelle, ça désigne toutes les règles et les principes qui autorisent une collectivité à agir, alors que la compétence matérielle, elle va plus désigner le domaine d'intervention. Donc en fait, on va distinguer d'un côté grâce à quelle source légale une collectivité peut intervenir et de l'autre sur quoi une collectivité peut intervenir concrètement. Donc en fait, moi, la question à laquelle je vais essayer de répondre aujourd'hui, c'est finalement, est-ce que les collectivités territoriales ont une compétence formelle à créer une ferme publique ? Et donc, est-ce que les collectivités disposent d'une habilitation légale qui les autorise à agir pour créer et gérer une ferme publique ? Alors finalement, ce qui est drôle là, c'est qu'on prend un peu le problème à l'envers. Donc le droit, là, on vient essayer de se saisir après coup d'une création empirique. Les fermes publiques n'ont clairement pas été créées et anticipées par le droit. Et le réseau national a déjà pu recenser, je crois, une 50aine de fermes publiques. Donc en fait, on part du postulat que si ces fermes existent, si les collectivités, elles ont pu les créer, c'est qu'elles en ont la compétence, qu'elles ont agi dans un cadre légal. Autrement dit, ça veut dire qu'elles en auraient reçu la compétence de l'État qui leur aurait décentralisé cette compétence. Mais on va voir que c'est pas aussi simple, et donc je vais raisonner en 3 temps. On va voir qu'il n'y a pas eu de décentralisation de compétences agriculture ou alimentation, mais que cela n'empêche pas les collectivités d'agir, soit dans le cadre de leur clause de compétence générale, soit grâce à des compétences périphériques qui sont mises au service de la création de cette ferme publique. Donc déjà, moi je vais commencer un peu du terrain, parce que la ferme publique c'est une création empirique, et donc qu'est-ce qu'on entend sur le terrain ? On entend le terme compétence agriculture ou le terme compétence alimentation durable. Ça serait cette compétence qui permettrait aux collectivités de porter des politiques agricoles et alimentaires et notamment de créer des fermes publiques. Donc on peut se demander si cette compétence agriculture-alimentation a bien fait l'objet d'une décentralisation de l'État. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 80, avec les premières lois de décentralisation, le législateur a décentralisé plein de compétences aux collectivités, et en fait on peut établir une sorte de catalogue de ces compétences si on lit le CGCT, le Code général des collectivités territoriales, et ces compétences, elles ont été transférées soit dans la mesure du possible, soit qu'aux régions, soit qu'aux départements, soit seulement aux communes. Donc par exemple, aux régions, elles se sont vues attribuer le développement économique
ou la promotion des langues régionales. Les départements se sont vus attribuer le développement social ou la promotion des solidarités. Les communes, par exemple, l'urbanisme. Alors, est-ce que dans ce catalogue des compétences, on trouve une compétence agriculture ou alimentation ? Eh bien, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un silence du CGCT sur ces termes. Si on regarde le mot agriculture et qu'on fait une lecture attentive de tous les textes de décentralisation qui sont codifiés dans le CGCT, le mot agriculture apparaît comme un non-dit, à part une petite exception qui est la collectivité territoriale de Corse, qui se serait bien vue attribuer une compétence agriculture. Le mot alimentation, c'est la même chose. Il n'y a pas de compétence stricto sensu en matière d'alimentation et de politique alimentaire. Donc, en conclusion, aucune loi a attribué expressément et de manière énumérative une compétence nommée agriculture ou alimentation ou aux collectivités. Alors, il ne faut pas oublier le contexte. Dans les années 80, lors des premières grandes lois de décentralisation, le modèle de gouvernance des politiques agricoles, c'était celui de la cogestion, avec une collaboration entre les organismes professionnels agricoles d'une part et l'État. Donc à ce moment-là, l'agriculture est gérée en vase clos et il n'y avait aucune volonté clairement politique de transférer une quelconque compétence aux collectivités territoriales. L'État voulait garder une sorte de monopole et ça arrangeait bien les organismes professionnels agricoles qui pouvaient, du coup, il n'y avait pas d'intermédiaire entre eux et l'État. C'est seulement d'ailleurs en 99 que la cogestion elle évolue dans la loi parce que à cette époque il y a une loi de 99 qui dit que la politique agricole est mise en œuvre en concertation avec les organismes professionnels représentatifs et les collectivités territoriales. Donc c'est seulement en 99 que les collectivités territoriales apparaissent, mais c'est pas pour autant qu'on va leur décentraliser une quelconque compétence écrit noir sur blanc en ce domaine. Néanmoins, il faut nuancer ce propos. Ça ne veut pas dire que s'il n'y a pas de compétences dans le catalogue compétences agriculture-alimentation, ça ne veut pas dire que les collectivités, elles ne peuvent pas agir. Parce qu'en fait, le processus de décentralisation, il n'a pas pour objectif de dresser une liste exhaustive de compétences dès lors que les collectivités ont toujours pu agir dès qu'il y avait un intérêt public local à agir. Sauf que cet intérêt public local qu'on a traduit sous le concept de clause générale de compétences, il appartenait jusqu'à 2015 à toutes les collectivités et la loi NOTRe du 7 août 2015 a supprimé cette clause pour les régions et les départements. Donc aujourd'hui, cette clause n'appartient plus qu'aux communes. J'ai donc du coup décidé de découper la suite de mon raisonnement entre d'un côté l'action des communes en faveur des fermes publiques et de l'autre les autres collectivités et les intercommunalités. Donc on peut se demander comment une commune pourrait mobiliser sa clause générale de compétences pour créer une ferme publique. Alors déjà, c'est quoi la clause générale de compétences ? Il n'y a pas vraiment de définition juridique. Encore une fois, c'est une notion qui est un petit peu mystérieux. Alors, qu'est-ce qu'on a en droit ? Nous, on a l'article L 2121-29 du CGCT qui dit que le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Et finalement, de cette formule du code, qui n'est pas très précise, on a tiré une sorte d'habilitation générale à intervenir pour la commune. Et cette habilitation générale, la doctrine l'a traduite par clause générale de compétence. Et donc là, on va voir que cette clause permet à la commune finalement d'inventer ses propres activités et d'entreprendre dans finalement tous les domaines de l'action publique dès lors qu'elle respecte plusieurs conditions. Alors, quelles sont les conditions à valider ? Donc, pour mobiliser cette clause, il faut déjà avoir un intérêt public local. Selon la doctrine, je cite, « L'intérêt public local a une fonction de limitation des interventions locales en ce que, en son absence, l'intervention de la collectivité est illégale. » Et du coup, moi, je me suis rendu compte qu'à l'inverse, en sa présence, l'intérêt public local acquiert finalement une fonction créatrice et permet à la commune d'innover. C'est une sorte de critère d'attribution de compétences complémentaires sans avoir besoin d'intervention du législateur. Et c'est par ce biais que les communes peuvent se saisir finalement d'affaires susceptibles d'intéresser la population qu'elles administrent.
Alors c'est quoi un intérêt public local ? C'est jamais défini par les textes ni par la doctrine, donc encore une fois c'est assez mystérieux. Finalement ça renvoie à la satisfaction d'un besoin de la population locale. C'est un besoin qui est suffisamment général pour pas être un besoin privé, mais qui n'est pas non plus national, c'est-à-dire que chaque commune doit répondre à un intérêt qui est propre à sa population. Et donc on peut se demander, dans le cadre des fermes publiques, à quels besoins locaux précis et adaptés aux enjeux du territoire répondent les communes en créant une ferme publique. Et finalement, à cette question, on peut répondre clairement assez facilement parce que les besoins de la population, on les conçoit aisément. Il y a la création de débouchés pour fournir les cantines scolaires, qui permet du coup d'inclure plus de bio, soit pour respecter la loi Egalim, soit pour dépasser les objectifs de la loi Egalim. Mais il y a aussi l'objectif de répondre aux besoins de souveraineté alimentaire du territoire, l'objectif de protéger l'environnement, la santé des citoyens. Donc finalement, c'est pas quelque chose qui pose problème. Et ensuite, dans les deux autres conditions, on n'a pas non plus de problème. La compétence ne doit pas être exclusive. Ça veut dire que la commune ne doit pas intervenir sur la base d'une compétence qui aurait été attribuée explicitement par la loi à une autre personne publique. Et c'est pas le cas. Il n'y a pas de loi qui autorise une personne publique à créer ce genre de ferme. Et enfin, l'action doit être neutre, ni cultuelle ni politique. Et dans le domaine des fermes publiques, on a vraiment pas de soucis. Mais donc voilà, les trois conditions semblent facilement respectées. Par contre, attention, là, la commune, elle intervient dans le domaine économique. Et l'interventionnisme économique des communes, il a été encadré dans un processus qu'on peut découper en 3 temps. Au début, il y avait clairement une interdiction pure et simple d'intervention des communes dans les domaines qui s'exerçaient normalement par les personnes privées. Ensuite, dans un deuxième temps, il y a une action possible, mais seulement en raison de circonstances de temps et de lieu, notamment à la condition qu'il y ait une carence de l'initiative privée. Donc ça, c'est l'arrêt du Conseil d'État Commerce en détail de Nevers de 1930. Et depuis 2006, il y a quand même un certain assouplissement. Depuis l'arrêt Ordre des avocats au barreau de Paris du 31 mai 2026, la carence n'est plus obligatoire. Donc ça veut dire que l'interventionnisme économique d'une commune est possible, même sans carence. Mais il faut quand même respecter la liberté du commerce et de l'industrie et le respect du droit de la concurrence. Et finalement, sur ce point, les fermes publiques, moi, ça m'a tout de suite fait penser à ce que la jurisprudence a appelé le socialisme municipal, qui est défini comme, je cite, l'aptitude dont dispose la commune à prendre en charge une activité, quelle qu'elle soit, au seul motif qu'elle correspond aux intérêts communs des habitants membres de la collectivité et aux besoins par la création d'un service public communal. Et finalement, si on regarde les jurisprudences sur le socialisme municipal, on voit qu'en fait, il est super facile de rattacher la plupart des actions communales à un intérêt public local sans atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie et au droit de la concurrence. Et sur le terrain, en fait, si on revient au terrain, c'est pas vraiment un problème, parce qu'on voit les collectivités agissent toujours parce qu'elles n'arrivent pas à trouver de débouchés. C'est ça vraiment le fondement de leur action. Donc il y a vraiment toujours, elles agissent toujours face à une carence de l'initiative privée. Mais moi, je me pose la question qui a déjà été posée tout à l'heure. Quelle serait la légitimité d'une commune à intervenir pour créer une ferme publique, alors que pour le coup, il n'y a pas de carence et qu'il y a des débouchés sur le territoire. Imaginons qu'un des maraîchers du territoire pense être concurrencé et qu'il saisisse le juge. C'est jamais arrivé. Quelle serait la réponse du juge ? Moi, clairement, pour moi, il y aurait un risque d'atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie et ça fausserait le jeu de la concurrence. Et ça pose du coup la question du développement de fermes publiques qui n'ont pas vocation à fournir à la restauration collective. Et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Pour l'instant, les fermes publiques, de ce que j'ai pu voir, elles restent dans ce cadre. Et je pense que c'est pas possible, mais après, ça pose des questions beaucoup plus larges de est-ce que dans le futur, si vraiment on a de moins en moins d'agriculteurs, est-ce que la personne publique va devoir venir agir on va dire, face à la carence de l'initiative privée et va devoir faire de la production agricole pour destiner à nourrir la population. Mais là, vraiment, on part dans des considérations beaucoup plus larges et ça renvoie toujours dans notre imaginaire, malheureusement, à l'URSS et à la nationalisation de l'agriculture et au kolkhoz, voilà. Mais bon, du coup, je pense pas que ça soit un débat aujourd'hui. Je pense que on doit rester finalement sur ce qui se fait sur le terrain. Voilà.
voilà pour les communes. Et donc maintenant pour les autres collectivités, imaginons un département, une région ou bien un groupement de communes qui souhaiterait créer une ferme publique, donc elles ne disposent pas de la clause générale de compétences. Comment elles font ? En fait, elles vont tout simplement utiliser des compétences légales, et notamment la compétence éducation. Selon le Code de l'éducation, je le rappelle, les lycées ont la gestion, les régions ont la gestion des lycées, les départements la gestion des collèges, et la gestion des écoles est faite par les communes, mais ça peut être décentralisé aux EPCI. Et donc finalement, grâce à cette compétence éducation, ces collectivités peuvent prévoir un service public de restauration collective, un service public, rappelons-le, qui est facultatif, mais en tout cas qui est clairement développé et assez majoritaire sur le terrain. Et une fois qu'elles ont créé ce service public, elles ont soit le choix entre le gérer en délégation, c'est-à-dire confier la gestion de ce service public à un prestataire extérieur, mais elles peuvent aussi choisir de gérer ce service public en régie, avec leurs propres moyens et leurs propres agents. Et ce qu'on remarque sur le terrain, c'est que de plus en plus de collectivités se mettent à récupérer leur service public de restauration collective en régie, et souvent aussi pour des questions de facilité à créer une cuisine centrale qui va centraliser la préparation des repas. Et là, la collectivité du coup va être confrontée à l'approvisionnement de cette cantine, de cette cuisine. Et donc là, soit elle passe par les marchés publics, soit elle crée sa ferme publique, et ça peut être l'un ou l'autre, parce que je crois qu'il n'y a pas aujourd'hui, à part Mouansartou, il n'y a pas beaucoup de fermes publiques qui arrivent à fournir à 100% les besoins de la cantine. Je crois que Mouansartou, c'est 80%. 85%. C'est 90-95% si on exclut les Ok. C'est des niveaux d'autonomie qu'on retrouve dans plein de projets. Ok. Quasiment à 100% d'autonomie. Ok. Donc voilà, et donc c'est là qu'elles vont se mettre à créer des fermes publiques pour fournir ce service public. Donc pour conclure, on voit que en fait, il n'y a pas finalement vraiment de problématique, et finalement c'est assez révélateur de ce qui s'est passé en pratique. Les collectivités, elles ont agi, il y avait une sorte de vide juridique, et ce vide juridique a permis une innovation. Mais c'est vrai qu'en matière de décentralisation, on a un peu l'impression que ce n'est jamais fini. Donc, bien sûr qu'on pourrait imaginer la décentralisation d'une nouvelle compétence. D'ailleurs, voilà, c'est ce que tout à l'heure a expliqué Luc Bodiguel. C'est un projet, c'est d'ailleurs quelque chose qui est demandé par de nombreux élus qui ont porté une tribune pour créer une compétence territoriale alimentation, pour légitimer leur rôle et pour que les projets puissent s'amplifier et s'aimer. Après, ça pose la question, est-ce qu'en fait on doit à tout prix rendre formel l'informel ? Parce qu'en fait l'informel, s'il fonctionne si bien, c'est qu'il est informel, et l'informel permet quand même une certaine liberté, une certaine émulation, ça encourage l'innovation. Et aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait réellement décentraliser une nouvelle compétence ? Et cette compétence, est-ce qu'on l'appellerait alimentation ou est-ce qu'on l'appellerait agriculture ? Parce qu'on parle beaucoup de l'alimentation, mais il ne faut pas oublier aussi que les fermes publiques, ça reste une activité agricole, et que les collectivités portent aussi de plus en plus de politiques agricoles qui ne sont pas forcément des politiques alimentaires. Donc voilà, est-ce qu'on l'appellerait compétence alimentation et agriculture, ou agriculture et alimentation ? Est-ce que c'est vraiment utile ? C'est quelque chose dont on pourra parler cet après-midi. Et qui reste ouvert. En tout cas, moi, je pense qu'aujourd'hui, ça fonctionne très bien comme ça. Et que c'est bizarre à dire pour des juristes, mais le vide juridique, là, est vraiment positif. Voilà, merci. Merci beaucoup, Constance. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions à cette intervention ? Le temps que le micro arrive, du coup, je réagis aussi, mais un peu en lien aussi avec l'intervention de Luc Bodiguel tout à l'heure. Mais je me pose la question aussi sur le niveau auquel cette compétence devrait être attribuée. Parce que c'est vrai que tu as évoqué en fait plusieurs collectivités territoriales et leurs groupements. Et je me demande du coup si la question de la création de cette compétence va poser la question de à qui on l'attribue. C'est vrai que chez les techniciens des collectivités, et je crois que c'était ce qui était marqué dans le slide de Luc Bodiguel, il y avait une phrase, les gens me disent « Ah, mais c'est la région qui a la compétence agriculture ».
Je dis, non, cette compétence, elle n'existe pas, parce qu'en fait, dans leur tête, agriculture égale développement économique, donc ils pensent que c'est la région. Si on devait créer une compétence, après, à qui on l'attribuerait, moi, je trouve objectivement, mais ça, c'est que mon avis personnel de ce que j'ai analysé, que l'échelon communal, intercommunal fonctionne très bien, parce qu'en fait, vraiment, on va avoir un échelon qui est très proche du terrain et qui va avoir une conscience des enjeux du territoire et une connaissance des enjeux avec, dans des petites communes, par exemple, des maires qui vont porter des actions hyper intéressantes parce qu'en fait, ils connaissent tous les agriculteurs de leur territoire, ils savent toquer aux portes. Et voilà, donc je pense que quand même cet échelon communal, intercommunal peut être très intéressant. La région, c'est intéressant, mais en fait, la région, elle a déjà tout ce qu'il faut et c'est beaucoup trop vaste pour porter des actions pertinentes. Voilà. Ouais, avec du coup, vraiment en application du principe de subsidiarité, mais je me demande du coup si le lien avec la restauration collective fait que cette compétence ne devrait pas suivre aussi le degré de restauration collective, disons. On voit par exemple sur le bio dans les cantines, il y a beaucoup plus de bio dans les cantines des écoles que dans les cantines des collèges et encore moins et encore plus que dans les cantines des lycées. Donc on voit quand même que déjà de base, les communes sont plus sensibles à ces enjeux par rapport aux départements et aux lycées, mais ça s'explique par la proximité avec leurs habitants. Oui, bonjour. Moi, je suis Hélène Béchet. Je suis responsable collectivité et territoire à Terre de Liens. Et donc maintenant, je travaille au national, mais j'ai travaillé longtemps en région pour Terre de Liens, pour accompagner des collectivités dans des projets d'installation. Et là, je voudrais comprendre, vous l'avez peut-être dit hier, moi, désolée, j'étais pas là hier après-midi, mais donc tu dis ferme publique, c'est essentiellement dédié à la restauration collective, enfin, comme si on faisait un lien entre ferme publique et restauration collective. Mais est-ce que vous avez abordé la définition de ce qu'est une ferme publique? J'imagine que oui hier. Et pour moi, j'ai accompagné pas mal de projets où en fait la collectivité mettait à la disposition du foncier, son foncier, investissait donc dans le bâti, le forage, etc., et installait des maraîchers indépendants avec une distribution à des clients en privé. Donc j'aimerais comprendre, parce que c'est pas du tout les mêmes problématiques, si c'est traité dans cette journée ou si vous avez volontairement mis de côté ce type de ferme qui pour moi est une ferme publique, mais peut-être pas dans le cadre de ce colloque. Donc Arthur qui est derrière, qui représente le réseau national des fermes publiques. Hier, on a tenté de définir les fermes publiques, donc déjà Tom en introduction, et après Arthur a donné les critères de la ferme publique selon le réseau national des fermes publiques. Et c'est vrai que ces journées d'études sont ancrées sur les fermes publiques telles que le réseau peut l'entendre, c'est-à-dire, alors les 3 critères, c'était la gouvernance publique, un cahier des charges environnementales, donc en bio ou en conversion, et effectivement l'approvisionnement d'un service public lié à l'alimentation. Et donc c'est vrai que je vois en effet les fermes qui peuvent être aidées par les collectivités avec l'achat du foncier ou même en collaboration avec Terre de Liens entre une commune et Terre de Liens. Je pense que ça rentre pas dans la définition de la ferme publique telle qu'on l'entendait, en tout cas pour ces journées d'études. Parce que la gouvernance, elle n'est pas publique. Souvent, dans ces exemples, il y a tout simplement un bail qui est passé avec le maraîcher. Et du coup, le maraîcher, il gère sa production comme il veut. Donc, du coup, est-ce que c'est vraiment public? C'est une bonne question. Mais... Quand tous les investissements sont portés dans la collectivité, oui, moi je pense qu'on peut... oui. Ça met vraiment en question la définition de la... Oui, c'est vrai. Juridiquement, ça pose surtout la question des aides publiques. Oui, mais du coup et de la licéité des aides publiques. La mise en concurrence, tout ce communal devient plus vrai dans le cadre d'une ferme qui n'est pas livrée à la restauration collective. Oui, c'est vrai que là, j'étais vraiment sur la ferme publique au sens la ferme qui... Je suis plus partie du terrain, toutes les fermes qui s'auto-proclament ferme publique, quoi. Et en fait, elles le font toujours quand on regarde derrière les motivations, c'est la fourniture de la restauration collective. Voilà. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait distinguer juridiquement entre les fermes publiques dont l'objectif peut concurrencer les acteurs privés
et les fermes publiques qui sont orientées sur la lutte contre la précarité alimentaire. Parce que si on crée une ferme publique au nom du droit à l'alimentation, on a là un droit de l'homme qui a la même valeur juridique que la liberté du commerce et de l'industrie. Et la lutte contre la précarité alimentaire, on ne peut pas dire que ce soit un objectif de l'initiative privée. Donc, est-ce que juridiquement, on ne devrait pas faire la différence, distinguer, la distinction oui. Après, ça pourrait être intéressant dans ce cas-là, sur la lutte contre la précarité alimentaire, ça pourrait être intéressant, je pense, de créer une disposition, une disposition légale pour encadrer ce phénomène. Après, est-ce que ça serait vraiment nécessaire de le faire? Parce que dans les exemples du socialisme municipal, il y a toujours cette idée quand même de lutter contre la précarité ou qui peut être alimentaire ou autre. Alors de là à distinguer, est-ce que sur le terrain déjà, encore une fois, là c'est des réflexions qui partent du terrain. Est-ce que sur le terrain, il y a des fermes qui se sont autoproclamées fermes publiques pour lutter contre la précarité alimentaire? Je ne sais pas. Oui. Ok, qui ont vraiment cette vocation. Ok. Même si ça oui. les crèches, ok. il y a une lutte. C'est vraiment une grosse dimension de leur projet. Okay. Oui, il y a en tout cas des collectivités qui font la distinction nette entre la ferme publique qui approvisionne la restauration collective et la ferme publique qui approvisionne une épicerie sociale ou solidaire. Okay. Des activités très, très dissociées et après, juridiquement non, mais oui. De fait quand même. D'un point de vue de compétences, si on reprend ma démonstration sur la clause générale de compétences, je ne pense pas que ça change grand-chose finalement. Ça répond à un besoin de la population, alors que le besoin le besoin reste un besoin alimentaire, que ce soit pour. C'est la concurrence. Oui. De la concurrence. Oui, pas de la aussi. Ça me fait penser dans un cas exceptionnel, les régies du coup directes, la distinction dans les régies directes, les régies simples et les régies municipales pour combattre les prix excessifs des denrées alimentaires qui sont, il n'y a pas d'exemple moderne, mais qui existe du coup en période de crise. Je me suis posé la question dans ma thèse, dans quelle mesure est-ce que aujourd'hui on pourrait peut-être hypothétiser le fait que c'est cette question du coup de période de crise puisse devenir plutôt, je dirais, coutume, pas exceptionnelle, et que ce type de régie en fait puisse tout simplement être créé par les collectivités. C'est prévu par le CGCT, c'est juste qu'aujourd'hui, c'est dans notre vie moderne, c'est peut-être pas aujourd'hui la chose à laquelle on pense en premier, mais pourtant, ça existe bien par le CGCT, c'est prévu. Si je peux me permettre d'être cette personne, mais je vous propose de continuer cette conversation un petit peu après. Et oui, du coup, je suis désolé, j'ai vu les questions. On va juste, si on peut poursuivre la conversation un petit peu plus tard, si ça vous va. Je vais essayer de garder un œil sur le temps. Du coup, Claudia, peut-être, ouais.